to be with my three good companions, just my rifle, pony and me. Microciné, bonjour ou bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle émission. Mardi 21 mars, à partir de 19h30, à la Filmothèque du Quartier Latin, seront projetés deux films. La Tourbière, un film qui date de 2019, et Koban Louzou, un film qui date de 2022. La programmation dure en tout et pour tout à peu près 1h30. Il y aura, j'imagine, ensuite un débat avec celui qui a fait ces deux films, qui les a pensés, le réalisateur, le cinéaste Briok Chib, qui est là aujourd'hui pour nous en parler. Alors, juste avant de prendre de ces nouvelles, juste un peu contextualiser la situation, j'étais à Belfort l'année dernière et le film Koban Louzou, si je me trompe pas, était en sélection court et moyen métrage de Belfort. Et c'est à l'issue de ce festival voilà, qu'on a pu entrer en contact et qui m'a proposé de voir ce film-là. Et puis ensuite, un peu plus tard, La Tourbière. Et je suis très content parce que je ne connaissais pas du tout ces deux films. Et donc, c'est toujours un plaisir de découvrir un univers. Là, pour le coup, c'est vraiment un univers. Et ça va être assez passionnant. Comment allez-vous? Très bien, et vous-même? Très content, je suis très content. On va. Déjà, la première question que j'aimerais vous poser, elle est un peu, elle est galvaudée parce que je la pose très, très, très souvent dans mes émissions. Mais là, pour le coup, j'ai très envie de savoir un peu d'où vous venez cinématographiquement parlant. Et vous savez, je pose toujours la question, chère à Serge Danet, qui était l'image marquante. Et est-ce que vous avez, vous, une image marquante? Donc, est-ce qu'il y a quelque chose durant votre enfance qui a qu'aujourd'hui, vous êtes cinéaste et que vous entretenez un rapport à l'image assez particulier? Est-ce qu'il y aurait cette image marquante quand vous étiez enfant? Est-ce un film ou autre chose? Est-ce qu'elle existe? Peut-être autre chose, en tout cas, qui m'a donné un rapport un peu mystique à l'image, je pense. C'est quand j'étais en CM1 ou CM2, on traînait sur Internet avec un ami et en fait, on est tombé sur ce genre de jeu qu'il y avait à l'époque sur le net, où en fait, on faisait croire qu'on jouait à un jeu un peu naïf, style Chercher Charlie. Et en fait, il y avait une sorte de prank quoi, qui se cachait dans le jeu, où d'un coup, une image hyper effrayante apparaît qui vous prend par surprise, quoi. Donc là, je me souviens très bien, c'était l'image du diable dans l'Exorciste qui était apparue sur l'écran. Et ça m'avait vraiment fait un choc parce que j'avais vraiment l'impression à ce moment-là que c'était vraiment le diable qui était apparu pour de vrai, quoi. Et ça m'avait fait beaucoup de cauchemars et c'est une image qui m'a beaucoup marqué. Et d'ailleurs, dans La Tourbière, on voit, il y a un moment où il y a cette J'allais image vous le dire. Ouais, c'est ça, voilà. Ça, c'est un peu, c'est pas pour faire la connexion avec le film, mais ça, c'est vraiment une image qui m'a beaucoup marqué et ouais, qui était presque incarnée, quoi. Un peu comme, comme on le définit, je sais pas moi, dans la religion orthodoxe, où une image, c'est pas une image, c'est genre. C'est comme le train qui rentre en gare de la Ciotat, où les gens avaient l'impression que c'était le vrai train qui arrivait, quoi. Moi, j'avais vraiment l'impression que c'était le démon qui apparaissait pour de vrai à l'écran. Et est-ce que, pardonnez-moi, excusez-moi, je pensais que vous aviez terminé. Je vous en prie, allez-y, continuez. Non, je sais même plus ce que je voulais dire. Allez-y. Non, mais j'allais vous demander, est-ce que vous poussiez le vice à revoir cette image-là? Et bah ouais, non. Tenter l'idée Je me souviens que la réaction qu'on avait eue avec mon ami quand l'image du diable était apparue, c'était de débrancher l'ordinateur, comme si l'ordinateur était possédé, quoi. Parce qu'on s'y attendait tellement pas. C'était marqué que c'était la catégorie peur de ce jeu qui s'appelait Absolute Flash à l'époque. Mais en fait, on se disait que la peur se matérialiserait par un truc gore. Bon, je sais pas, quelque chose qu'on serait prêt à regarder, mais pas un effet de surprise comme celui-là, quoi. Donc, non, en fait, c'est une image que j'avais absolument pas envie de revoir et juste l'idée qu'elle puisse réapparaître, c'était déjà trop effrayant, en fait, quoi. Quand on est pris par surprise. Ce qui est assez intéressant dans votre image marquante, c'est le rapport au spectateur. Et je vous avouerai que quand moi j'ai découvert votre film La Tourbière, mais ensuite Koban Louzou, comment l'expliquer? Je n'en sais rien, mais il y a une espèce de... Un film doit être vu par des gens, ça c'est tout à fait basique, je veux dire, à un moment il faut... Voilà. Mais la place du spectateur dans peut-être la fabrication du film chez vous, elle est vraiment, vraiment essentielle.
Il y a même des moments, j'ai cette sensation, et pour La Tourbière, et pour Kobanuzu, surtout Kobanuzu, plus on avance dans le film, une sensation où il faut non pas demander à vos personnages de se lâcher, mais plutôt à nous, spectateurs, de se lâcher. De se lâcher dans le sens... enfin, comment vous définiriez le fait de se lâcher? C'est-à-dire... De se laisser plutôt aller, de se laisser emporter et d'accepter aussi peut-être ce qu'on pourrait ressentir vis-à-vis des films, de ces deux films. Parce qu'il y a comme ça une manière, on va en parler très certainement pendant la conversation, une manière que vous avez de construire le film et de casser très souvent le rythme de vos films, que je trouve particulièrement éloquent et très très beau. Et alors bien beaucoup de gens, parce qu'on a tendance à vouloir catégoriser, hiérarchiser, on dirait voilà, c'est un film qui oscille souvent entre documentaire et fiction. Non, moi je pense que c'est un film et puis c'est déjà très bien comme ça. Mais c'est cette manière que vous avez de construire des mouvements en saccadant vos rythmes. Et je trouve ça assez beau. Et d'où cette place de spectateur. Et quand vous me racontez cette image marquante, il y a comme ça une espèce de peut-être connexion avec le spectateur. Parce que moi, je trouve ça très bon en tout cas. C'est sûr. Bon, en tout cas, j'essaye pas de les prendre par surprise comme ce diable a essayé de me prendre par surprise. Enfin, pas de les piéger. Après, peut-être si on... Oui, voilà, ce truc si on rejoint ce truc de la farce, c'est peut-être de jouer sur les registres, hein, de pas forcément savoir si ce qu'on regarde est vrai ou faux, et donc de se poser la question de la mise en scène et de la plausibilité de ce qui se passe. Et oui, voilà, c'est ce que j'ai essayé dans La Tourbière et dans Kobanuzu, en tout cas, parce que c'est quand même des films que j'ai réalisés un peu dans la même lignée, un peu en développant des méthodes que j'ai commencé avec La Tourbière et qui sont plongées dans Kobanuzu, quoi. C'est de jouer sur la confusion des registres et les temps longs un peu atmosphériques que j'ai installés, c'est aussi une manière de laisser de la place aussi et puis parfois de déjouer un peu les arcs narratifs et voilà, qu'on ait aussi de la place pour se projeter. Et puis voilà, j'aime bien aussi les films qui sont pas trop autoritaires en termes de découpage, quoi, et que voilà, on puisse s'y sentir bien. Après, je sais pas si on se sent bien devant ces deux films, mais ouais, voilà. En tout cas, voilà, ce truc un peu atmosphérique, c'est quelque chose qui me tient à cœur aussi, quoi. On puisse se sentir confortable dedans, ou pas d'ailleurs, hein, mais non, parce que pas forcément confortable, parce qu'il y a aussi des moments où il y a aussi des moments qui peuvent être des moments de situations de malaise ou des situations de problèmes de communication entre les interprètes et parfois j'aime bien désamorcer ça avec soit de l'humour, soit avec des moments plus contemplatifs et peut-être les ruptures dont vous parlez, c'est ça, c'est de passer dans comme nous par exemple d'un registre qui peut être un peu un registre de situation de discussion un peu comique et puis d'un coup de contempler un lever de soleil. J'aime bien ces changements de température un peu dans les films, quoi. J'aime bien cette idée quand vous dites j'aime bien les films qui ne sont pas très autoritaires. Je trouve que c'est très beau. Mais donc, c'est quoi le cinéma effectivement qui ne serait pas très autoritaire si on devrait être un peu terre à terre, ce serait quel genre de film, quel auteur, quelle période aussi peut-être de l'histoire du cinéma qui ne serait pas très autoritaire et où vous trouvez quelque chose? Sans comparer les films à ces cinéastes-là, parce que j'ai un profond respect, et c'est des films qui m'ont beaucoup marqué, mais par exemple, j'aime beaucoup la manière dont on peut s'endormir dans les films de Happy Chatpong ou Resta Cool, et de se mettre à rêver, et puis de se réveiller en fait dans un autre film. Les temps longs, je suis aussi chez Bruno Dumont, par exemple, aussi. C'est cette espèce d'espace, ces grandes plages non autoritaires. Et je pense que, je sais pas si ça... Aussi récemment, parce qu'il y a beaucoup de gens il y a des critiques ou d'autres personnes qui m'ont parlé de Jacques Rosier, que moi, j'ai jamais vu de film auparavant. Et oui, moi, c'était hyper inspirant de regarder à quel point Jacques Rosier a une façon de donner de l'espace à ses interprètes qui est hyper humaine et qui fait que, du coup, chacun et chacune peut s'épanouir aussi dans la façon
où elle fait des propositions pour le film. Donc en fait, un film autoritaire, je saurais pas exactement dire ce que c'est, mais en tout cas, dans la façon de fabriquer, moi, ce que j'essaye de faire et sur quoi j'essaie de travailler, c'est que les tournages ressemblent quand même à des moments où l'écriture enfin, l'écriture du scénario n'a pas le monopole de ce que va être le film. Parce que je considère pas que je suis quelqu'un qui écrit forcément très bien et du coup je fais beaucoup confiance à ce que les interprètes mais aussi l'équipe et donc tous les postes artistiques peuvent donner en fait au film et que du coup il y a une espèce de, même si on ne peut pas défaire le côté hiérarchique et que la collégialité c'est vraiment hyper compliqué à atteindre dans l'industrie du cinéma. Mais en tout cas, mes tournages, comme je tourne beaucoup avec des amis, ressemblent souvent à des expériences un peu communautaires où on essaye un peu de mettre nos idées en commun. Et après, donc ça se retrouve à la fois par des idées que tout le monde peut avoir, qui se retrouvent dans la direction artistique, mais aussi dans la parole et dans ce que les comédiens et comédiennes donnent en fait devant la caméra. Et ça, du coup, ça demande un dispositif où en fait on laisse beaucoup de place pour que la parole puisse se développer, puisse voire presque s'épuiser par moments, et que voilà, les situations puissent être vécues de manière réelle et que les gens donnent quelque chose de sincère. Et nous, après, au montage, avec donc, la monteuse qui s'appelle Charlotte Chérici, on prend des moments dedans qui nous semblent être des moments de vérité et qui soient à l'image de cet aspect non autoritaire qu'on a essayé de développer au moment du tournage, en fait. Je ne sais pas si c'est clair, mais c'est... C'est on ne peut plus clair. C'est on ne peut plus clair. Quand je ne dis rien, c'est que j'écoute, tout simplement. Non, c'est très très clair parce qu'en plus, ça donne plusieurs pistes de réflexion. Par exemple, je voudrais savoir, c'est de la cuisine interne, donc vous pouvez ne pas me répondre, hein, vous avez entièrement le droit. Oui, moi je suis curieux de cela, mais par exemple, vous partez de quoi voilà, exactement. Vous partez de quoi lorsque vous avez le désir de faire un film? Vous partez de quoi? D'un détail scénaristique, je sais pas, vous partez de quoi exactement pour La Tourbière? Parce que je pense que pour La Tourbière et pour Koban-Louzou, ce sont, à mon avis, selon moi, peut-être deux départs différents, même si après on en parlera, il y a quelque chose quand même qui se rejoignent. Heureusement, c'est ce qui fait que vous avez une langue, en tout cas. Si on ne dit pas style, on va dire langue. Mais voilà, j'aimerais bien savoir, je suis très curieux de savoir, vous partez de quoi lorsque vous lancez sur ce projet qui est La Tourbière ou alors sur Koban-Louzou, généralement? Il y a un peu une double révélation, par exemple, sur La Tourbière et qui a un peu été prolongée sur Koban-Louzou, parce que c'est un peu le même mode d'inspiration. Je ne savais pas vraiment de quoi parler, j'avais un peu des désirs j'avais vraiment envie de faire un film de fiction, et en fait, je me suis dit, en fait, il faudrait que je revienne là où mon imaginaire un peu d'enfant a été formé, c'est-à-dire la Bretagne, quoi, parce que j'ai grandi vers cette région. Et en même temps, j'ai découvert aussi la ville de Douarnenez et un carnaval qui avait lieu là-bas. Et en fait, il se trouvait que dans ce carnaval, il y avait cette histoire qui est devenue presque une légende urbaine de ce jeune qui s'est noyé déguisé en Bob l'éponge en 2006. Et du coup, c'est devenu une espèce de piste de recherche qui, en même temps, m'a permis de venir à Douarnenez, de découvrir le carnaval, de rencontrer les gens du coin, de m'inclure dans le paysage et aussi de développer une espèce de rapport entre le fait divers et la mythologie bretonne telle que je la connais dans les contes qu'on racontait quand j'étais enfant, qui sont en rapport aux fantômes, à tout ce qui est la vie après la mort. Et en fait, vraiment, il y a une espèce d'évidence qui s'est créée entre ce contexte documentaire du carnaval, le fait de vouloir raviver une époque qui était les années 2000, donc 2006, qui correspond aussi à quand j'étais au début collège, cette époque où j'ai vu le diable apparaître à l'écran. et donc toutes ces références culturelles qui allaient en même temps avec le fait divers, le contexte documentaire et puis la mythologie bretonne, quoi. Et en fait, tout ça mélangé, ça a donné le scénario. Et puis en fait, après, une fois que le scénario s'écrit à partir de cette base documentaire et cet imaginaire d'enfance et presque mythologique, et ben là, en fait, je m'entoure de personnes auxquelles je tiens et que j'ai envie de filmer et qui là redonnent des idées en fait qui font que le film se transforme. Donc ça, c'est peut-être ça, comme ça que ça commence.
Et par exemple, pour Koban Luzu, c'était un peu le même mode opératoire, c'est-à-dire que j'avais encore envie de tourner en Bretagne parce que j'avais l'impression qu'il y avait encore des choses des choses à développer par rapport à mon rapport à la région et à ce que ça peut, enfin, ce que ça a de vernaculaire. Et là, pour le coup, c'est une amie, une de mes meilleures amies de lycée qui m'avait raconté qu'en fait, elle s'était retrouvée sur un chantier participatif, un woofing qui s'avérait être une secte. Et en fait, c'est cette idée que cette fille qui était de bienveillance et de rapport à la vie alternative se retrouve dans un endroit qui était corrompu de l'intérieur, ça me semblait être presque le point de départ d'un conte initiatique, quoi, enfin, un conte style Le Petit Chaperon Rouge, quoi. Et où ça rejoint encore ce truc de cet imaginaire féerique, la mythologie. Donc, encore une fois, j'avais envie de le placer en Bretagne. Et voilà, dans ma tête, ça faisait un peu comme un diptyque. La tourbière, c'était la mer, le Koban Luzu, c'était la terre, quoi. Et encore une fois, voilà, après, c'est l'écriture d'après des repérages sur les lieux, et après une réécriture en entourant une personne qui constitue la communauté qui est dans Koban Luzu. Donc voilà, c'est vraiment des anecdotes ou un peu triviales ou des micro-choses comme ça qui lancent ensuite des films. Et en fait, après, les fictions se réécrivent au gré de pérégrinations qui sont physiques ou virtuelles et qui nourrissent le film jusqu'au tournage. Ouais, c'est pour ça que j'aime bien partir d'un lieu ou d'un. Aussi, enfin, je trouve que c'est. Partir d'un lieu ou de quelqu'un, c'est déjà une piste précise pour ensuite donner plein de possibilités. Dans La Tourbière, c'est vous qui avez filmé toutes ces séquences et de jour et de nuit du carnaval, cette espèce de carnaval? Ben, en fait, le carnaval, ça a été tourné au moment, donc on est venu avec donc Raphaël qui faisait l'image et Dorian qui m'assistait sur le tournage. Ils sont de meilleurs amis. Et en fait, on est venu à la fois faire des repérages de lieux pour quels seraient les décors en fait de la fiction à venir, et en même temps tourner des images du carnaval en découvrant le carnaval pour la première fois, et en même temps en profitant aussi du carnaval, voilà, déguisé, en faisant la fête avec les gens de Douarnenez, etc. Parce qu'il y avait toute une communauté super intéressante là-bas, dans laquelle on s'est inclus. Et donc c'était un peu un espèce de mélange de on tourne les images, en même temps on repère, et en même temps on s'immerge dans la vie de Douarnenez, quoi. Ça veut dire que dans La Tourbière, vous avez des images qui sont des images de repérage. Voilà, c'est ça. Ouais. Plein d'images de repérage, et il y a même des images qui sont des images que j'ai tournées quand j'allais tout seul dans la ville et que je zonais pour repérer des endroits. Et voilà, quoi. Après, ce sont des images qui se retrouvent. Et c'est d'ailleurs pour ça que, en fait, sur ces deux films-là, on a tourné avec des caméras DV qui étaient assez légères et qui donnent un aspect assez pauvre, mais qui, moi, j'apprécie parce que j'aime bien la pauvreté des matériaux aussi, tout comme j'aime bien la pauvreté de ce quoi on part, c'est-à-dire un carnaval, un endroit un peu abandonné, un fait divers, etc. Et si ces matériaux-là sont légers, c'est parce qu'en fait, j'ai envie de me dire, par exemple pour Koban Luzu, au moment du montage, en fait, il me manque un plan de cet épouvantail sous une certaine condition météorologique, ou alors il me manque un lever de soleil, ou il me manque un plan de plante, et en fait, je peux très bien retourner tout seul avec cette caméra sans une équipe, tourner ce plan et qui se retrouve au même titre que des plans qui étaient tournés avec une équipe de 20 personnes. Et ça, ça, j'aime bien cette indépendance, mais bon, qui ne pourra pas forcément durer parce que c'est aussi des médiums qui ont des limites, mais c'est une légèreté économique qui, pour moi, est super adéquate à ce mélange entre fiction et documentaire, et presque de journal filmé, en fait, par moment, quoi. Oui, ou alors il faudrait faire en sorte de toujours vouloir raconter des histoires qui permettent cette logistique. Et je pense que oui, c'est ça qui permettent cette logistique. C'est très troublant parce que lorsque on voit La Tourbière, alors rapidement La Tourbière, bon, ça parle de 3 personnes, enfin ça montre 3 personnes, 3 jeunes qui ont perdu cet ami, Jordan,
à chaque fois, vos films partent d'un constat qui est quand même assez drôle, c'est limite de l'humour noir, parce que un mec qui meurt noyé déguisé en Bob l'éponge, je vous avouerai que j'ai un peu rigolé au début, mais c'est très tragique, c'est dramatique, c'est tragique, mais c'est voilà, il y a toujours un truc comme ça qui fait que ça crève un peu l'abcès, quoi. Et donc, ces trois jeunes errent comme ça dans la ville, et puis ils commencent à sentir la présence de leur ami disparu, et finalement, ils le voient. Et en même temps, c'est pas très grave si je le dis, parce que c'est peut-être pas ça le plus important. Bon, ça, c'est la tourbière. Et pour Koban Mouzou, vous l'avez dit, hein, c'est un chantier participatif. On voit arriver une jeune femme et qui fait partie de ce chantier. Puis, avec celui qui est le propriétaire de la maison, et puis progressivement, on s'aperçoit que, bon, il n'est pas si apaisant que ça, il est plutôt autoritaire. Mais là où je veux en venir, c'est que ce qui est très drôle, il y a un film où l'on sent beaucoup l'aération, la ville, l'extérieur, et il y a un autre film où il y a effectivement cette maison, et autour de la maison, il y a la nature, mais j'ai l'impression que c'est un film de chambre. Oui. C'est très voilà, c'est ça. J'aurais bien voulu donc revenir là-dessus, sur cette manière que vous avez de regarder, comme dirait l'autre, un peu le monde, et parfois de le regarder aussi. Alors, est-ce que pour Koban Mouzou, parce que j'ai un petit peu lu, est-ce que c'est un lien avec le fait que ça nous rappelle une période qu'on a vécue en 2020, début 2020? Est-ce que ce serait ça? Mais c'est très étrange, ce film-là, parce que autant et puis les personnages s'aventurent dehors aussi, on le voit, il y a des très beaux moments avec ce garçon, par exemple, mais à aucun moment j'avais l'impression, enfin, à aucun moment j'avais l'impression que vous filmiez l'extérieur, qu'on était vraiment prisonnier de quelque chose. Et c'est très intéressant. C'est vrai qu'il y avait ce truc un peu Covid qui était présent, et aussi, je pense qu'il venait d'un moment où on était hyper angoissé et à l'idée de tourner des films en fait dans des décors qui demandaient des autorisations, de peur que ce soit annulé au dernier moment. Enfin, voilà, il y avait une espèce de fragilité à ce moment-là. Enfin, on a tourné ça en 2020, non, je sais plus, en 2021. Donc c'était une période très, 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 très fragile pour les tournages. Donc c'est vrai que c'était envie de faire un film sur un woofing et un huis clos dans une maison correspondait aux contraintes de la période, quoi. Après, moi, il y avait aussi... j'aimais bien l'idée qu'il y ait un lieu abstrait du monde extérieur, avec une forme d'intemporalité aussi, où il n'y a pas la présence de téléphone ou de choses comme ça, même dans les conversations, il n'y a pas de référence à 2022 ou 2021. Et je trouvais que c'était presque un contexte presque de science-fiction, quoi, où il y a un groupe qui essaie de vivre ensemble dans un endroit et on ne sait pas trop pourquoi. Et en fait, si on sait pourquoi, parce que c'est un peu le truc du woofing, quoi, c'est que des gens qui viennent d'horizons super différents se retrouvent à partager une intimité, à travailler ensemble. Et donc, moi, je trouvais que dans le woofing, il y avait un truc un peu qui pourrait se rapprocher de l'utopie, mais aussi de la dystopie, de comment on crée des endroits coupés du monde. Mais aussi, je crois que l'aspect huis clos, ça m'intéressait surtout pour le côté télé-réalité, en fait, quoi. Qu'est-ce qui se passe quand on prend un endroit, qu'on met des personnes dedans, qu'il n'y a pas trop d'extérieur, il n'y a pas trop de hors-champ, et en fait, que les gens sont obligés de cohabiter et de devoir créer du lien, quoi. Et c'est un peu ce qui s'est passé au tournage, c'est qu'en fait, on a mis 5 personnes, ils devaient jouer cette fiction, mais en même temps, il y avait cette contrainte d'être ensemble et de devoir faire des scènes ensemble et de voir qu'est-ce qui pouvait émerger des relations interpersonnelles. Et en fait, l'arrivée d'Audrey dans le scénario, c'est-à-dire Audrey, qui est jouée par Audrey Carne, là, qui arrive dans le lieu, qui découvre tout le monde, c'est un peu l'intrigue de la nouvelle arrivante du Loft, dans le Love Story, quoi. C'est un peu autant des ressorts de contes que de télé-réalité. Je trouvais que le huis clos, il pouvait rejouer ça. Et aussi, ce que j'aime bien aussi dans ce truc un peu de la petite maisonnette et ces petites scènes auprès du feu, de la campagne, etc. Genre, ça rejoint un peu un imaginaire, un peu du conte, quoi. Genre de la petite image d'Épinal, petite miniature de conte un peu féerique, quoi. Moi, ça me rappelle un peu tout ça.
jusqu'au moment où Baptiste part dans la forêt, où là, il y a vraiment carrément un truc fantastique et où la forêt a vraiment une fonction encore plus féerique, quoi. Et c'est le seul moment où quand on sort en fait, quand on sort de ce lieu-là, c'est là que émergent des choses plus fantasmagoriques et qu'on rejoint un peu les espaces mentaux des personnages, tout comme Audrey joue de la flûte au lever du soleil, ou tout comme Baptiste va cueillir des plantes dans la forêt. C'est un peu le moment où on quitte l'austérité un peu aussi documentaire et qu'on rejoint des mondes plus fantastiques, quoi. C'est un peu l'idée. Et les acteurs acteurs et actrices du film Koban-Nuzu, ils avaient tous les éléments en main, ou comme vous le disiez, c'est quelque chose qui s'est fait au jour le jour? Ben, en fait, ouais, ça s'est fait, ça s'est fait les deux, en fait. Parce que à la base, le scénario, c'est vraiment écrit à travers des discussions que j'ai pu avoir avec elle et eux. Donc, en fait, le scénario, c'est beaucoup des allers-retours entre des discussions qui ressemblaient presque à des castings vidéo, où en fait, on échangeait, du coup, je notais des anecdotes, des récits intimes ou des récits privés qu'il était OK de partager, que je mettais dans le scénario. Et après, les interprètes lisaient le scénario une fois, en fait. Et au moment du tournage, en fait, on a comme jeté le scénario. Et le scénario, c'est devenu juste une suite de situations qui dictaient la trame narrative, mais qui en fait étaient vécues naturellement par les interprètes. Et donc, elle a permis de structurer le tournage, mais comme les interprètes ne s'étaient jamais rencontrés avant, il y avait vraiment un truc qui s'est produit un peu d'accident, de rencontre entre les gens. C'est pour ça aussi que je parle de télé-réalité, et même parfois aussi de jeu de rôle, c'est qu'en fait, il y a une réelle rencontre entre les différents interprètes et leur façon d'interagir est hyper spontanée, en fait, quoi. Et alors après, est-ce qu'ils sont au courant de tout? En fait, presque, mais c'est vrai que parfois, j'aime bien un peu piéger le dispositif. Comme par exemple, la première séquence qu'on a tournée le premier jour de tournage, c'était la séquence d'expression corporelle où il y a ces scènes de massage et de mime voilà. Et en fait, dans ce genre de contexte, c'est vraiment un peu un exercice brise-glace, quoi. Enfin, on se rencontre, il y a du contact, etc. Mais en fait, on se connaît pas. Donc en fait, c'était un peu une manière, dans la structuration du tournage, de provoquer une première rencontre qui soit un peu directe et puis qui puisse ensuite faire émerger des rapports plus développés entre les gens aussi, quoi. Donc en fait, la façon dont est conçu le tournage et les situations permettent en fait de conditionner en fait les interprètes. La Tourbière, donc, et Koban-Nuzu, ce sont deux films qui seront projetés le 21 mars à la Filmothèque du Quartier Latin. Toutes les informations sont dans le descriptif de cette vidéo, si vous voulez vous y rendre. Ça commence à partir de 19h30. Et une dernière question qui n'en est pas forcément une. Je suis très, très curieux comment dire, de voir votre dispositif de cinéma côtoyer le format du long métrage. Alors effectivement, Koban-Nuzu est à 1 minute, selon les règles habituelles, 1 minute du long métrage, mais ça m'intéresserait de voir comment vous allez travailler la durée surtout. J'imagine que vous travaillez certainement sur un long métrage, et ouais, je suis très curieux. Alors c'est pas une question, c'est juste un constat. Je suis assez curieux de vous voir, oui, peut-être. Ouais, c'est sûr. Bah, évidemment, j'aimerais beaucoup. Ça va prendre du temps, mais j'aimerais beaucoup essayer de faire un long et voilà, quoi. C'est sûr. On croise les doigts. Merci en tout cas beaucoup pour avoir pris le temps de parler de ces deux films. Et je répète encore et toujours, c'est le 21 mars, c'est à partir de 19h30, c'est à la Filmothèque du Quartier Latin. Et ce sont deux films, La Tourbière et Koban-Nuzu, intéressants, et le cinéaste sera là pour en parler. Merci à vous. Et puis, comme je dis souvent, je ne mets pas un point final, je mets 3 points de suspension. Il faut qu'on renoue le dialogue bientôt. À très vite en tout cas. Merci, au revoir. Au revoir, générique. In the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions, just my rifle, pony and me.